à tous et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous parlerons des 15 ans des Jeux intertribus dans notre rubrique C'est Sport avec Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, aujourd'hui, on s'intéresse à la calligraphie arabe avec Chloé Yentao. Et enfin, pour notre rubrique C'est citoyen, nous parlerons de la sensibilisation au feu de brousse. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Dozon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association pour la sauvegarde de la nature néo-calédonienne. Aujourd'hui on est là pour parler de la situation de l'association qui risque de disparaître de la liste du monde associatif on va dire, en Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui est-ce qu'on pourrait revenir sur la présentation et l'histoire de cette association ? Oui, cette association a été créée le 6 mai 1971 et j'en suis le président depuis 35 ans à peu près. Cette association a été le précurseur de toutes les activités en faveur de la protection de l'environnement. Et quand on voit un petit peu la liste de ce qu'on a fait, on a été le précurseur de la lutte contre les feux, on a été précurseur de la protection des tortues marines, on a été précurseur du ramassage-collecte des déchets, on a été précurseur de toutes les activités qui étaient au fur et à mesure nécessaire de créer ou d'entraîner parce que à l'époque il n'y avait personne qui se souciait ou pas grand monde qui se souciait de la protection de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et vous réclamez aujourd'hui cette paternité je réclame cette paternité parce qu'effectivement on s'est investi beaucoup sur ces actions et maintenant d'autres associations ont pris la relève, ce qui est bien en soi, parce qu'on peut compter sur d'autres associations pour faire ces activités qu'on faisait il y a quelques années. Mais maintenant, ça réduit le champ de nos activités parce que, justement, ces activités sont prises par d'autres associations et il faut renouveler, d'autant plus que les pouvoirs publics, à l'heure actuelle, ne donnent de l'argent et de subventions que pour des activités novatrices. Donc le réel problème aujourd'hui, c'est que l'association n'a plus d'argent, ne reçoit plus de subventions, c'est ça? Alors, le gouvernement qui nous donnait des subventions assez importantes n'en donne plus, et la province sud nous donne des subventions réduites au tiers de ce qu'elles étaient. Donc ça ne nous permet plus de fonctionner. On a l'intention de diminuer nos dépenses, mais ça ne suffit pas. Si on diminue nos dépenses, mais qu'on n'a aucune rentrée d'argent, ça ne suffit pas pour continuer à vivre. Donc on essaye de faire un appel au peuple, un appel aux gens qui voudraient bien nous aider financièrement. Ça a commencé déjà, quelques sociétés ou quelques personnes nous ont donné des dons, mais ça ne suffit pas pour faire vivre l'association encore quelques années. Donc on insiste pour que ces donateurs viennent nous financer quelques actions. Et il y a un autre appel que je lance aussi, c'est l'appel aux dons et l'appel aux jeunes. Il faut que les jeunes de ce pays s'investissent sur des actions. Donc j'ai rencontré plusieurs jeunes qui veulent nous aider, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas aussi un remplacement, parce que moi je ne peux pas continuer à soutenir l'association. Je suis fatigué, je suis un peu malade, donc il faut que je me réserve pour être un peu opérationnel encore quelques temps, mais ça ne va pas durer des mois et des années. Donc appel aux jeunes pour me remplacer, appel aux finances pour aider l'association à financer. Alors, Monsieur Dozon, pourquoi ne pas se raccrocher à d'autres associations telles que WWF, le PLP par exemple, qui sont des associations pour l'environnement? Ouais, si vous voulez, on se pose la question de savoir si ce sera utile, parce que
VVF a ses propres actions, EPLP a ses propres actions. Toutes ces associations, et il y en a une vingtaine qui concernent l'environnement, ne voudraient pas prendre en charge notre fonctionnement. Donc une vingtaine d'associations pour un si petit pays, est-ce que pour vous ce n'est pas trop? Donc on vous répond qu'il n'y a plus d'argent, est-ce que on va dire cette raison est pour vous justifiable? Alors, justifiée, pardon. Oui, cette raison, elle est quand même justifiée parce que si les associations qui fonctionnent à moindre frais, à moindre coût, parce que nous on avait un bureau, on avait une secrétaire, on avait, si vous voulez, des moyens de fonctionner comme ça, et ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on fonctionne comme ça. Et maintenant c'est différent parce que les pouvoirs publics ne fonctionnent pas comme ça et veulent qu'on ait des actions. Alors si nous on a des membres vieillissants et qu'on n'a pas suffisamment d'actions, on n'a plus de subventions. Donc le but aujourd'hui c'est de rajeunir l'association et de revoir le fonctionnement, utiliser on va dire un peu plus par exemple les réseaux sociaux ou Internet ou les nouvelles technologies pour pouvoir fonctionner peut-être. Alors oui, alors ça on est en train de le faire. On est en train de le faire parce que les personnes que j'ai rencontrées d'autres associations ou non membres d'associations veulent rajeunir le fonctionnement de l'association en ayant des réseaux sociaux, en utilisant beaucoup plus les réseaux sociaux que nous, on le fait un peu mais pas suffisamment. Et c'est avec ces jeunes qui voudraient s'investir, et j'appelle encore une fois les jeunes à s'investir, et j'ai bon espoir parce que j'ai rencontré des jeunes qui veulent faire quelque chose, qui veulent sauvegarder l'association. Donc il faut que ces jeunes se fédèrent, se regroupent pour essayer de travailler avec nous et peut-être nous proposer d'autres actions sur le terrain et qui pourraient faire rajeunir un petit peu l'association, parce que c'est vrai que l'association, les membres sont peut-être là depuis 30 ans ou même 40 ans, ils sont vieillissants, moi le premier, donc je veux pas continuer, compte tenu de mes problèmes de santé, je ne veux pas continuer à être président. Je cherche un président, je cherche de l'argent et je cherche éventuellement un local. Alors, vite fait, il nous reste qu'une minute. Votre avis sur... parce que vous réclamiez tout à l'heure la paternité justement des campagnes contre les incendies. Vous étiez les premiers à lancer cette campagne. Aujourd'hui, beaucoup de feux, beaucoup de départs de feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le travail qu'on a fait était important, mais ça n'a pas modifié l'état d'esprit d'un certain nombre de personnes qui continuent à mettre des feux à droite et à gauche, et c'est pas viable. Il ne faut pas continuer comme ça. Les feux, c'est un problème, mais les déchets, c'est encore un problème. Donc ça évolue pas dans le bon sens, malheureusement. Mais pourquoi pas? Si on a de l'espoir, on peut peut-être revivre et remettre sur pied les actions qu'on a toujours menées et qu'on est maintenant un peu fatigué, un peu las de les mener. Voilà, les jeunes, un appel donc pour l'association à la sauvegarde de la nature néo-calédonienne. Merci Monsieur Dozan d'avoir accepté cette invitation. Et merci. Bonjour Jamie, les Jeux intercommunaux qui célébraient donc leur 15e anniversaire cette année, on en parle tout de suite. Bonjour Elise et bonjour à tous. Ils fêtent leurs 15 ans cette année. Les Jeux intercommunaux de la province Nord, institutionnalisés depuis l'an 2000, ces Jeux qui sont le prolongement des Jeux intertribus, Elise, ont connu depuis un essor considérable cette année. Et comme les années précédentes, les 17 communes de la province Nord ont répondu présent, soit une participation de 4 349 jeunes contre 3 543
en 2014 et 3450 en 2013, Élise. Alors quel est le principe des jeux intercommunaux? Alors il est simple, dans chaque commune, des jeux intertribus ou interquartiers sont organisés par catégorie d'âge, 7-11 ans, 12-14 ans, puis 15-18 ans dans les disciplines traditionnelles, je vais y arriver, en football, volleyball et cricket. Concernant l'athlétisme qui a été développé dans les premières années des jeux, il a été finalement abandonné. Il y a 2 équipes par discipline et par catégorie d'âge, participent ensuite aux jeux intercommunaux, d'abord en tournoi de district, puis en finale provinciale. En effet, il y a pas mal d'étapes à suivre, à franchir avant d'atteindre la fameuse finale tant convoitée. Et cette année, elle s'est déroulée dans la commune de Kawipa-Kouawa. Alors, ces jeux ont été créés dans les années 90, mais ont été institutionnalisés en 2000. Voilà, les élus ont souhaité développer le sport loisir et les animations de proximité. Et la mise en place de la politique sportive devait passer par déjà la structuration du mouvement sportif tel que les jeux intercommunaux. Ça s'est fait en 2000. L'opération renouvelée chaque année fait donc l'objet depuis cette date d'un partenariat actif entre la province Nord et les différentes communes de la région. Un budget annuel de 10 millions au stade communal concernant l'organisation des jeux intercommunaux. Ici en l'occurrence c'est le stade de Kouawa pour la finale. Et lorsqu'il s'agit des jeux intertribus, il faut savoir que chaque commune prend en charge l'organisation du tournoi. Et dans le reportage qui va suivre, les finales se sont déroulées à Kouawa. Voilà, ces jeux, c'est véritablement, Élise, la fête du sport dans le Nord, en plus des activités traditionnelles telles que le foot, volley ou le cricket. D'autres activités sont proposées, l'occasion d'ailleurs pour la population locale de découvrir gratuitement sous forme d'initiation des sports tels que le bubble foot, le crossfit ou encore les concours de jonglage. Les jeux intercommunaux, la finale, c'est un sujet signé Duke Menango. Moi, je m'appelle Théodore. Je viens de la commune de Pandimi. J'habite Saint-Michel. On est venu faire la finale de 15 ans d'intercommunaux. On a joué au foot, participé aux activités. Donc aujourd'hui, on est sur les 15 ans des jeux intercommunaux. Déjà 15 ans, ça passe très très vite. Sur Kouawa, où il y a 12 communes qui représentent la province Nord et qui se rencontrent. Les jeux intercommunaux se déroulent toute l'année. Ce sont des différentes étapes pour les communes de la province Nord. Alors, on commence par les étapes, les jeux intertribus. Et il y a des qualifications au fur et à mesure pour faire les étapes de district, les étapes de finale de zone et la grande finale provinciale où on est aujourd'hui. Il faut savoir que les 17 communes de la province Nord ont participé cette année aux Jeux intertribus et dans l'année, on aura vu quasiment 5000 jeunes. Je m'appelle Athéna, je viens de Vaud. Je viens jouer au volley à Kouawa et j'aime bien le volley, j'aime bien l'intertribu. J'ai participé à l'intertribu depuis 2011. Aujourd'hui, les jeunes ont commencé vers 9h30. C'est vrai que quand on est à Kouawa, quand il faut venir à Kouawa, quand on vient de Poum, etc., on part très tard. On part très tôt, on part à 2h du matin, 3h du matin pour arriver jusqu'à Kouawa. Et il faut savoir que le déroulement de la journée, donc c'est tournoi toute la journée, plus des ateliers de sensibilisation. Voilà, faire passer des messages, faire découvrir les activités aux jeunes. On nous a sollicité pour ce samedi-là pour justement aider à proposer des activités ici sur Kouawa. Il y a par exemple ici là, le concours de jongle, il y a aussi le cricket, un quiz, questionnaire, avec après toutes les activités, toutes les disciplines collectives, volleyball, puis avec les autres sports aussi que l'organisation aussi a mis en place. Les jeux intercommunaux, ça concerne un large public, les 7-18 ans. Donc les 7-18 ans qui se décomposent en 4 catégories. D'un côté, on a les 7-9 ans, les 10-12 ans, les 13-15 ans et pour finir les 16-18 ans.
On vient de Temala. On vient de Temala. On a joué au foot. On a joué 2 matchs. Premier match, on a perdu. Deuxième, on a gagné le deuxième match. Contre eux, là. Contre les morts. Contre eux, là. Ah là, c'est bien la journée. C'est bien. C'est choc. Alors aujourd'hui, au niveau du personnel, au niveau du staff encadrant, on a l'équipe du CPNSL qui est 5 salariés. On a tous les animateurs communaux, tous les accompagnateurs, tous les encadrants et tous les bénévoles qui sont là. Donc il faut savoir que normalement, il y a une équipe qui vient avec un accompagnateur. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 équipes, donc il y a 70 encadrants, la plupart bénévoles qui viennent avec leurs jeunes pour participer à cette journée. Je suis avec eux déjà à la tribu. Et comme je suis monitrice d'école du dimanche aussi, du coup, par exemple, quand on est à l'école du dimanche le matin, l'après-midi, on se consacre au sport. Et c'est à partir de là qu'on arrive à rentrer dans les jeux intercommunaux. On est parti ce matin à 6h de Vaud pour être là sur les coups de 9h, 9h30, quoi, avec une cinquantaine d'enfants. Il y en a qui sont dans le volley, le foot, toutes les activités, quoi. Ça va, ils sont contents, ils s'éclatent. Moi, je m'appelle Edeline, je viens de Temala. Je suis venue ici pour jouer au volley. On a été qualifiés dans tous les matchs. Là, c'est la demi-finale, on ne sait pas si on va jouer ou pas. Par rapport au classement d'aujourd'hui, il y a le classement par catégorie, par discipline, donc soit en football, soit etc., en volleyball ou en cricket, et pris en compte les victoires des matchs, mais aussi le passage obligatoire dans les ateliers. Ça peut rapporter des points, comme ça peut en retirer. Et après, on a le gros classement de la commune pour savoir cette année, pour les 15 ans d'EGIC, quelle commune du Nord va remporter le gros trophée, un énorme trophée fait à la tribu de Bacro. Alors, outre le fait qu'ils se rencontrent aujourd'hui, on voit des petites pépites qu'on peut découvrir, qu'on peut détecter, et peut-être, s'ils ne sont pas dans les clubs fédéraux, en compétition, pouvoir intégrer un club chez eux et pouvoir après représenter en sélection Province Nord, voire sélection calédonienne. Donc tout ça, aussi les jeux intercommunaux, c'est une passerelle entre le sport loisir et le sport fédéral. Jamie, quelle commune a remporté ce tournoi? Alors Elise, sur les 11 communes présentes, à savoir que normalement il devait y avoir 12, mais la commune de Wailou n'a pu assister au final. Donc voilà, il y a eu 11 communes qui ont participé à cette finale pour un total de 456 jeunes. Touo a détrôné la commune de Poney-Rouin. Donc voilà, Touo vainqueur de l'édition 2015 en fonction du nombre de finales remportées par catégorie d'âge. Le plus, la commune qui remporte le plus de finales dans les différentes disciplines proposées, devient champion des jeux intercommunaux. Donc le même procédé un peu que l'on peut trouver dans les jeux de Guama 2000, donc plutôt dans l'organisation de Guama 2000, durant les vacances, ça se trouve à Nengone, ou encore durant la coupe Yewone aux îles Loyauté. Concernant les jeux intercommunaux, Poney-Rouin reste la commune la plus titrée avec ses 11 victoires. Donc le leader incontesté pourra tenter de reprendre sa place de leader et de vainqueur l'an prochain à Koné, toujours pour les finales des jeux intercommunaux. Elise. Donc rendez-vous l'année prochaine. Merci Jamie. Voilà, merci Elise et merci à tous. Salut Chloé. Salut Elise, salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose que l'on parle calligraphie arabe à travers un spectacle, celui de la compagnie Possoé. Alors cette compagnie de danse hip-hop a été créée en 2008 par Soufiane Karim qui en assure donc la direction artistique. Et depuis sa création, cette compagnie est clairement une compagnie école, c'est-à-dire qu'elle accompagne et qu'elle forme de jeunes danseurs de hip-hop calédoniens. Voilà, Soufiane Karim qu'on ne présente plus, aujourd'hui il s'est dirigé vers l'enseignement. Donc alors parlons-nous un peu de son spectacle.
spectacle? Alors depuis 2009-2010 par la compagnie s'est lancée dans la création d'un triptyque chorégraphique sur le thème des peintures, de l'écriture, des marquages corporels. Donc les deux premiers volets, Welcome et Rua Au Moko, traitaient donc respectivement des peintures corporelles kanak, des traditions de peinture, et puis du tatouage maori également. Et donc pour le troisième opus, calligraphique, a marqué un tournant sur la création de la compagnie Posoué, car après en fait s'être penché sur ces différentes cultures dont je viens de vous parler, Soufiane Karim a donc décidé de se tourner vers sa propre culture, la culture marocaine. Il présente donc un premier spectacle au public, c'était l'année dernière, suite à donc une résidence artistique en Indonésie, en Malaisie, au Maroc, un spectacle qui s'appelle Calligraphique, chapitre 1, et qui a d'ailleurs rassemblé sur scène plusieurs musiciens, plusieurs danseurs calédoniens, mais également indonésiens. Voilà, donc ce premier chapitre nous racontait donc les traditions des calligraphies du monde arabo-musulmane et diffusées en Asie du Sud-Est via les copies du Coran. Voilà, c'est ça. Et puis donc cette année, il est revenu sur scène avec le chapitre 2 intitulé Man Ana, désolé pour la prononciation, c'est de l'arabe, ça signifie qui suis-je. Donc nous nous sommes intéressés à la calligraphie arabe qui fait donc l'objet depuis plusieurs années de recherche de la part de Soufiane Karim, depuis 2013 même. Et donc à travers ses voyages, ses rencontres, ses origines, il a réussi à récolter plusieurs informations. Et je vous propose de découvrir tout de suite les images signées Mara Lourde. Alors la calligraphie, à mon sens, elle existe majoritairement pour enluminer un texte. Ce n'est pas exactement un art de l'écriture, c'est une réappropriation artistique de l'écriture. Dans la majorité du temps, on a énormément de mal à distinguer les mots. Ça fait un peu comme le graffiti, c'est vraiment une appropriation de l'écriture en elle-même. Enluminée avec des couleurs, avec des traits beaucoup plus gros, des fonds. Oui, à mon sens, il existe beaucoup de types de calligraphie. Il y a la calligraphie chinoise, la calligraphie japonaise, la calligraphie arabe, la calligraphie gothique. Je pense qu'il doit y avoir énormément de styles en fonction des types d'écriture, en fait. Et moi, personnellement, mon penchant s'est vite orienté vers la calligraphie arabe. Principalement de par mon origine marocaine et cette proximité qu'a toujours eu cette écriture dans ma vie et dans mon enfance et dans ma culture. Son existence, à mon sens, elle a été première pour enluminer les livres sacrés du Coran. Donc c'est pour ça qu'on a sur ce livre du Coran beaucoup de petits dessins, de petits reliefs tout autour et aussi sur certaines lettres un travail un peu plus intéressant. C'est vrai que j'ai toujours eu cette histoire avec la calligraphie. Je me suis aperçu que j'aimais ces formes, ces couleurs, ces courbes, ces lignes. C'est vraiment quelque chose pour moi de très visuel, de très graphique, de très poétique en fait. Et je pense que c'est la poésie de cet art qui m'a touché en premier. J'ai toujours eu ces envies-là à l'intérieur de pouvoir découvrir, continuer à apprendre et à découvrir ce travail, étant donné en plus que ça fait partie de ma culture et donc par ce même biais, c'était aussi une manière de continuer à apprendre des choses sur moi aussi. C'est quelque chose qui est revenu en fait vraiment de manière très forte quand j'ai commencé moi à retourner encore au Maroc et à m'autoriser à réapproprier ma culture, à me réapproprier cette culture-là. Donc par ce parallèle, je me suis autorisé aussi à découvrir, à apprendre l'arabe et à l'apprendre par le biais de l'art calligraphique en fait. Alors le matériel de base est composé d'un petit stylo en bambou ou en roseau qu'on appelle kalam. Il est taillé en biseau et il est taillé aussi de manière à ce que les fibres du bambou ou du roseau soient en contact avec l'encre qui fait qu'elles aspirent et qu'elles récupèrent l'encre et sont capables de pouvoir le rediluer ensuite sur un plus long terme.
On a aussi en fonction des artistes ou des maîtres calligraphes, moi les inspirations que j'en ai vues et de ce que j'ai appris, c'est qu'on pouvait aussi recréer ses propres kalames, ses propres outils de différentes tailles et de différentes formes selon la forme que l'on veut donner aussi à l'écriture, selon la stylistique qu'on veut aussi lui donner et selon l'épaisseur recherchée en fait. On a le bambou en lui-même qui, par ses fibres, va retenir l'encre. Mais on a aussi une autre technique, une sorte de pinceau calame un petit peu, qui est recouvert de tissu et qui permet à un morceau de bois de pouvoir aussi très bien retenir l'encre et ensuite pouvoir tracer avec cette encre sur le papier. Ces lignes, ces courbes sont les représentations de lettres arabes en fait. Cette lettre qu'on voit ici, c'est une des lettres de base, c'est la première lettre de l'alphabet qui s'appelle Alif. Alif qui, comme sa prononciation l'indique, signifie A. Il m'est aussi paru évident d'inviter Hind aussi ici en Nouvelle-Calédonie pour continuer à développer le travail qu'on avait déjà commencé au Maroc. Il était pour moi essentiel de pouvoir continuer cette collaboration, continuer ce travail et pour moi continuer cette réappropriation par quelqu'un qui était aussi de culture marocaine, de langue marocaine aussi. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Hind continue à m'enseigner les règles de base de la langue arabe, de la culture et aussi de cet art de l'écriture. Moi, mon moteur de transformation, c'est le corps, c'est la danse. Je suis danseur avant tout et c'est vrai qu'une manière pour moi de comprendre un sujet, de comprendre un art ou de comprendre un concept, c'est d'essayer de l'intégrer dans mon corps et dans ma danse. Le lien avec l'art calligraphique est assez rapide et assez facile à faire. C'est pour moi une écriture qui est en grand mouvement. L'écriture en elle-même, par essence, est un mouvement. Est créée par un mouvement et se définit dans des lignes, dans des courbes, dans des boucles, dans des points, dans des traits saccadés, dans des traits allongés, dans de grandes lignes verticales ou horizontales. Et si on fait la transposition, c'est très facile d'y arriver à la danse. Tout ce bagage, c'est tout ce que j'ai pu mettre aussi au jour d'aujourd'hui dans le spectacle sur lequel je travaille en ce moment, qui est Men Ana, qui est ce solo. Et cette volonté du solo aussi de pouvoir enfin récupérer toutes ces matières pour les intégrer dans mon corps, dans ma danse, dans mon écriture et dans ma signature personnelle, mais artistique aussi. Et c'est pour ça que dans les 2 derniers spectacles que j'ai faits, qui correspondent aussi au projet de recherche de calligraphie, j'y intègre la calligraphie, tant de manière visuelle que de manière corporelle. Dans le spectacle, on retrouve plusieurs types de calligraphie. Dans le sens type, je vais dire, on retrouve des poèmes et des écrits qui ont été écrits par moi-même, dont certains mots ont été traduits, d'autres qui peuvent passer en français par exemple, dans un travail graphique de superposition avec des silhouettes. Ce travail a aussi été réexposé par la création de décors. Donc les décors ont été refaits à partir de matériaux de l'ancienne case du musée sur lesquels nous avons projeté notre univers aussi. Donc pour moi c'est aussi ça la réappropriation et c'est aussi ça Men Ana et ce concept qui est identitaire mais qui est aussi d'un grand intérêt artistique de transversalité. L'art plastique peut servir la danse sert la calligraphie sert l'art plastique, la sculpture, etc. etc.
Voilà un spectacle qui regroupe plusieurs arts. On l'a vu, il y a de la danse, de la musique, du mapping. Voilà un voyage tout en poésie. On poursuit Chloé avec une exposition photo. Et oui, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir, c'est une expo photo sur le thème du mouvement qui est en cours actuellement au Centre culturel de Vaud. Alors cette expo résulte du travail d'une douzaine de stagiaires du Nord pendant 4 semaines. Un stage encadré par le photographe professionnel Jules Malocco et soutenu également par les centres culturels Pommémy et Vogue. Donc cette formation a d'ailleurs fait l'objet d'un sujet tourné par notre équipe et que vous pouvez bien sûr revisionner sur notre site internet. Et donc cette exposition est visible jusqu'au 26 février au Centre culturel de Vaud. Voilà, Jules Malocco qu'on ne présente plus également. Et puis on continue avec une exposition du côté de Nouméa cette fois-ci. Oui, Élise, ça se passe à la DZ Galerie au Faubourg Blanchot. Ce sont les derniers jours d'une exposition sur l'art tiwi. Alors l'art tiwi, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh ben, alors les tiwi en fait, ils vivent dans 2 îles au large de Darwin et forment donc un peuple aborigène très original. Donc l'art tiwi est typique grâce à son design particulier, ses couleurs vives et ses objets décoratifs. On reconnaît le pointillisme aborigène. En tout cas, très beau tableau. On finit en musique. Et oui, un rappel, n'oubliez pas que vendredi et samedi se déroule le Fest Mela Music. Vendredi 4 à la Reine du Sud à Païta et puis sur 2 jours à Ouaguézén à Lifou, vendredi 4 et samedi 5 décembre avec des têtes d'affiche venues d'Afrique du Sud et de Mélanésie, de Vanuatu, Salomon avec DMP par exemple ou Vanessa Kwai et puis le Kidou Bass Band. Voilà les fans de reggae, donc voilà. Avis aux amateurs. Voilà, avis aux amateurs. Merci Chloé et puis on te retrouve mercredi prochain. Avec plaisir, merci à tous. J-13 avant la fin de la saison administrative des feux de forêt, la SAF en Nouvelle-Calédonie. Donc depuis 3 mois, toutes les forces impliquées dans la lutte contre les incendies s'activent à combattre ce phénomène redoutable. Et c'est le sujet aujourd'hui dans Ces Citoyens. Salut Fali. Salut Élise et bonjour à tous. Exactement, un phénomène sur lequel on ne rigole pas ici au pays. Gouvernement, pompiers, sécurité civile, haut commissariat, gendarmerie, associations, etc. Chacun participe à leur niveau dans cette difficile lutte. Alors malgré tous les moyens et dispositifs mis en place, les chiffres de cette SAF, de cette saison administrative des feux de forêt sont catastrophiques. Ouais, et sur tous les plans, et c'est la province Nord qui est la plus touchée au 15 novembre, c'est-à-dire 2 mois après le lancement de cette SAF, plus de 4000 hectares brûlés au nord, 2805 au sud et 8 hectares aux promesses des îles. Des chiffres bien plus élevés que ceux de l'an dernier, avec plus de 2000 hectares partis en fumée. Des chiffres certes alarmants, mais qui ne peuvent être comparés à ceux de 2014. Et pourquoi? Parce qu'il existe une cellule bien spécifique que l'on appelle cellule feu de forêt ou encore CFF 988, cellule qui a pour mission en fait de centralisation de l'information, d'aide à la décision, etc. Donc elle est composée de sapeurs-pompiers volontaires et des personnels permanents de la sécurité civile. Elle a été mise en place l'an dernier depuis le transfert de compétences sécurité civile de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tout récent. L'an dernier, c'était le lancement. Donc toutes les informations n'étaient pas forcément retransmises au CFF 988. Alors on parle de près de 600 départs de feux signalés sur l'ensemble du territoire. Des feux qui, on le rappelle, sont à l'origine provoqués volontairement ou non par l'homme. Exactement. De nombreux incendies auraient pu être évités si chacun appliquait les bons gestes, adoptait un comportement plus citoyen et se responsabiliser. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je vous propose de suivre l'association WWF de Nouvelle-Calédonie lors d'une campagne de sensibilisation. C'était du côté du parc provincial de la Dimbéa. Image. Donc là, vous avez parlé. Vous êtes allé voir les gens déjà aussi? Oui. Tous? Bon, on va redescendre
Nous faisons des opérations de sensibilisation sur le risque feu dans le parc provincial d'Imbéa. L'idée, c'est d'interpeller les usagers sur les risques de feu, sur les impacts du feu, sur la biodiversité calédonienne, mais aussi tous les impacts sur le long terme, sur la disponibilité en eau et sur le phénomène d'érosion lié à la perte du couvert végétal. Notre rôle en tant que bénévole, c'est d'aller voir les gens qui sont sur les bords de la rivière pour les informer qu'on est en risque d'incendie élevé et que donc les feux ne sont pas interdits, mais il est fortement recommandé d'éviter de les faire et s'ils en allument un, de vérifier qu'ils soient bien éteints quand ils vont partir et aussi d'alerter les fumeurs qu'ils fassent très attention à ne pas jeter leurs mégots n'importe où, enfin de les informer sur ces risques-là avec la saison qu'on a en ce moment. On passe voir donc, les usagers du parc de 10h à 15h et on leur pose certaines questions sur le feu de la montagne des sources, sur combien coûte la restauration écologique d'une parcelle brûlée par les feux. Et avec des supports visuels, avec des questions qui les interpellent, on essaye d'induire un changement de comportement, voire même que les personnes à qui on diffuse ce message soient des futurs émissaires de ce message de vigilance vis-à-vis des feux. Est-ce que vous savez qu'il y a eu pas mal de feux dans le coin aussi du parc provincial? Ok, parce que là on a un petit schéma pour vous montrer aussi tous les feux qu'il y a pu y avoir dans le parc provincial et autour. Celui dont je vous ai déjà parlé, du feu de la montagne des sources de 2500 hectares. Là, c'est la branche est. Vous le connaissez celui-là? C'est un peu plus en haut, vers l'ancien barrage. L'ancien barrage, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est cette parcelle qui a brûlé en 2009. Voilà, c'est là en fait. L'ancien barrage, il est là. C'est toute cette période, toute cette surface qui a brûlé, quoi. Et est-ce que vous connaissez le coût, parce que le WWF avec l'association d'Imbéa Rivière Vivante, on est impliqué pour restaurer cette parcelle, de planter des arbres, faire ce qu'on appelle la restauration écologique. Est-ce que vous connaissez le coût de 1 hectare de forêt, de plantation en fait, pour recréer une forêt? Plantation de 1 hectare, combien ça coûte, quoi? Des millions. C'est 3,25 millions. Mais si on voulait tout reboiser, exactement toute la parcelle qui a brûlé, on multiplie par 100, ça nous revient à 325 millions pour un feu qui a dû durer quelques jours, quoi. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et combien de temps pour recréer une forêt après une plantation? Des années, plusieurs années. Plusieurs centaines d'années, ouais. C'est ça le truc. Ça va de 500 jusqu'à 700 ans pour recréer une forêt sans qu'il y ait de feu, sans qu'il y ait d'espèces envahissantes comme des cerfs, pour partir d'une plantation à recréer une forêt, quoi. Donc c'est des pas de temps quand même bien importants, quoi. On a eu en majorité des réactions des gens qui étaient au courant. Moi j'ai eu l'impression qu'on enfonçait un peu des portes ouvertes. Les gens avaient été sensibles à notre discours parce que il y a quand même ce discours-là qui transite par les différents médias depuis quelques temps, vu ce qui se passe en ce moment avec les incendies sur tout le territoire. Il y a pas mal de changements. Là. On est venu l'année dernière, l'eau est arrivée jusqu'ici. Ouais, et là, mes enfants ils se baignaient ici avant. D'accord. Maintenant, ils sont obligés d'aller dans le coin. Là. Ok, donc tu as vu aussi Oui, je viens souvent ici. D'accord, au fur et à mesure des années qu'il y avait... D'accord. Ok, donc voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation. Ils ont des choses qui n'étaient pas fausses dans l'ensemble où les poubelles sont peut-être pas assez vidées. Les poubelles, ça c'est clair. C'est clair. Oui, que tu les brûles aussi. Voilà, et que les policiers, les gendarmes n'étaient pas forcément... Qu'ils avaient vu un départ de feu, ils avaient appelé, qu'ils s'étaient déplacés, qu'ils étaient arrivés. Oui, ils nous l'ont redit juste après. C'est des points qui sont assez importants. Ok, ça marche. La haute d'Imbéa, c'est le grand château d'eau du Grand Nouméa. 75% de l'eau du Grand Nouméa provient du barrage de la haute d'Imbéa. Et cette zone est particulièrement importante
pour la préservation du couvert forestier, notamment pour sa biodiversité exceptionnelle, pour le taux d'endémicité des forêts humides, mais également pour son rôle stratégique dans l'alimentation en eau. Il faut savoir que s'il y a davantage d'incendies qui se déclarent ou en amont du barrage, dans le château d'eau du Grand Nouméra, il peut y avoir des conséquences importantes pour la population calédonienne. Dans le parc provincial, actuellement, il n'y a pas d'aménagement pour faire des barbecues. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des aménagements qui soient faits et surtout qu'il y ait un règlement intérieur qui limite strictement les feux pour des besoins de barbecue, à savoir qu'il y a des périodes où ce soit autorisé, des périodes où ce ne soit pas autorisé, et des espaces aménagés qui soient connus des sapeurs-pompiers pour que des barbecues, oui, puissent continuer à se faire, mais d'une façon beaucoup plus réglementée et encadrée. Voilà donc des actions de sensibilisation faites par des bénévoles que nous saluons bien sûr. Donc nous parlions de 7000 hectares brûlés, de près de 600 départs de feu qui sous-entend bien automatiquement des moyens de lutte importants pour contrer ce fléau. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés sur le terrain. En plus de notre patrimoine naturel qui part en fumée, du risque que prennent ces femmes et hommes qui partent sur le terrain et du travail de tous ceux qui savent faire à lutter contre ces feux. Ces incendies coûtent cher, très cher à la Nouvelle-Calédonie. Pour exemple, le coût d'un survol d'un hélicoptère écureuil et de largage d'eau est de 250 000 francs par heure. Il faut compter beaucoup plus, c'est-à-dire 750 000 francs l'heure pour un hélico de type australien. Et pour que vous puissiez un petit peu jauger la situation, on va dépasser le budget annuel alloué par la sécurité civile qui est de 115 millions de nos francs. Bon, ben merci Falaï pour toutes ces précisions. On te retrouve mercredi prochain. Au plaisir Elise. Allez, salut à tous. Bonjour Camille, aujourd'hui tu vas nous parler d'une maladie qui touche l'igname. Oui, bonjour Elise, bonjour à tous. Alors cette maladie qu'on appelle les nématodes, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que le groupement de défense sanitaire du végétal, la province Nord et l'association Bio-Calédonia, organisent des journées techniques sur la plantation d'igname par rapport à ce problème qui est bien réel, les nématodes. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un ver microscopique qui pullule dans le sol et donc affecte les plants. Alors le nématode peut causer des dégâts sur différents niveaux. Par exemple, le nématode agal va former des petites bulles sur la surface du tubercule et le nématode à fissure, comme son nom l'indique, va fendre l'igname. Alors j'imagine qu'il existe plusieurs méthodes quand même pour justement contre ces problèmes. Alors oui, et c'est notamment au moment de la plantation qu'il faut bien faire attention et on va vous montrer tout ça. Natacha Ogui s'est rendue à la tribu de Guapin à Poya pour suivre bien la démonstration de différents techniciens spécialisés dans ce domaine. Et vous allez voir que pour l'occasion, un producteur de Point Bout s'est rendu à la tribu avec 1 tonne d'igname. Don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Aujourd'hui, c'est une journée qui est organisée en partenariat entre le GDSV et la DDE à la province Nord. C'est une journée technique par rapport à la plantation de l'igname. Dans le cadre du réseau de surveillance des maladies, l'année dernière, on a eu des retours de plantation d'igname, de feuillage qui jaunissait. C'était assez important et la personne ne savait pas du tout ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que ce sont des nématodes qui touchaient ça. Donc à partir de là, tout s'est enclenché. On s'est dit il faut mieux faire connaître un peu cette maladie. Aujourd'hui, on est venu parler un petit peu, présenter ce que c'est qu'un nématode. Voir un petit peu avec les gens, leur faire un visuel des symptômes que ça peut provoquer. Aussi bien sur les tubercules comme les ignames que sur d'autres cultures de maraîchage. Je me suis aperçu, mais je ne savais pas trop comment faire. Et on plante à nouveau, mais voilà, il se propage. Ça fait que toutes les espèces autres, ils ont attrapé aussi la maladie. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai fait venir
le piquet d'igname, c'est vrai que nous, à la tribu, on n'a presque plus d'ignames. Alors le nématode, c'est un tout petit ver microscopique. Il ne va pas du tout se voir à l'œil nu. Et en plus, il ne va pas être extérieur, il va être pour les nématodes qui nous concernent à l'intérieur du tissu. Vraiment sur la partie superficielle, soit de la racine, soit du tubercule. Donc si on veut le visualiser, il va falloir réussir à faire des manipulations pour l'extraire. Alors ça va se faire facilement juste avec de l'eau et on va utiliser sa capacité à se déplacer et à aller vers l'eau pour pouvoir le récolter dans de l'eau et ensuite pouvoir le concentrer et le regarder sous microscope. Les nématodes qui sont phytophages, c'est celles qui vont nous intéresser aujourd'hui. On va discerner ici en Calédonie deux types principaux, celles qui créent des galles et celles qui provoquent des craquelures ou des fissurations. Donc ça, c'est, on va dire, le symptôme à peu près typique des nématodes qui créent des fissurations. Et sur cet igname-là, vous avez plutôt des nématodes à galles qui sont venus créer des sortes de petites verrues sur le dessus de l'igname. Les nématodes là, elles ne sont pas spécifiques à l'igname. Elles vont pouvoir se retrouver dans plein d'autres plantes. La nématode, elle va venir, elle va rentrer à l'intérieur des tissus. L'objet de l'exercice d'aujourd'hui, c'était réellement de pouvoir apporter un visuel avec un microscope que les gens voient réellement le nématode, le ver dont on parle, et qu'ils n'aient pas juste l'impression qu'on parle de quelque chose d'abstrait. Donc déjà avoir un visuel sur la chose, et puis deuxièmement de leur expliquer un petit peu comment il fonctionne, sa capacité à revenir dans l'eau et à aller coloniser de nouveaux matériels végétaux qui sont sains. C'était important pour moi de vous montrer ça parce que ça explique un petit peu ce qui se passe aussi au champ. Alors au niveau de visuel, les nématodes qui vont être phytophages, ils vont avoir un stylet au niveau de la bouche, c'est-à-dire que ça va ressembler à comme une petite aiguille qu'on va voir en transparence à l'intérieur du nématode là, et qui va pouvoir nous permettre de dire c'est un nématode phytophage, donc c'est lui qui a pu provoquer les dégâts visuels qu'on voit sur les tubercules ou sur les racines, et qu'on va pouvoir le différencier des autres nématodes qui ne vont pas avoir d'impact sur la plante. La thermothérapie, c'est ni plus ni moins un trempage des tubercules, de les mettre dans un bain d'eau chaude à 50 degrés pendant 35 minutes pour pouvoir tuer les nématodes. Donc ce traitement-là, il est fait pour apurer la semence, et donc pour éviter d'apporter de la nématode au niveau du champ. Ça, ce travail, il se fait sur la semence, mais après, il y a le travail qui se fait au niveau du champ avec les jachères, etc., pour éviter qu'il y ait des nématodes au niveau du champ. Vous pouvez avoir une semence qui est apurée, si jamais vous avez trop de nématodes dans le champ, elle va quand même se faire contaminer. Donc du coup, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 35 minutes, on laisse, et après, on va enlever, on va les laisser sécher bien à l'air. Alors il y a des plantes nématicides. Dans ces plantes-là, c'est souvent des plantes à fleurs. Dans ces plantes-là, il y a du style le zinnia, les tagettes, œillets d'Inde, les cosmos, ce groupe de plantes à fleurs-là, qui vont avoir des effets nématicides. Le fait de les planter va faire en sorte que le nématode ne trouve pas sa plante hôte et du coup, soit finit par dépérir, soit réussit à migrer et à trouver de quoi se nourrir ailleurs. Donc voilà, la problématique, c'est qu'on a du mal à avoir des plants. Les avantages de la fragmentation, c'est qu'on peut partir sur des plants avec une génétique. Vous savez, là vous voyez que vous avez un beau plant, donc entre guillemets, vous êtes sûr
d'avoir à la récolte un beau plant. Le fait de fragmenter, ça vous permettra aussi d'avoir une récolte homogène. Plus le fragment il est gros, plus vous lui donnez de l'énergie. Plus il est petit, plus vous allez avoir des plus petits ignames, tout simplement. Vous faites des coupes franches. Donc, ça vous permet aussi de voir si l'igname, elle n'a pas de nématode. Là, vous allez voir tout de suite ici, là. Tout le bord. Donc si elle a une nématode, ça dérape. Soit ça passe au... comment on appelle ça? Le problème, c'est qu'une fois que c'est coupé, vous ne pouvez plus échauder. Vous voyez? Une fois que c'est coupé. Surtout pas. Parce que vous avez vu la température que c'est, vous allez faire un bouillon. Ensuite, à la plantation. Faites attention, quand vous plantez, les têtes, toujours à part. Vous plantez par variété, et la tête, vous allez la planter à part parce que elle va démarrer et risque de recouvrir les autres. Parce que si vous êtes en haute densité et tout ça, ok. Le but c'est d'avoir de la peau. Hein. Les germes vont sortir d'ici, hein, faut pas avoir peur. Hein. Ok. Et après on pose comment quand on va planter dans la terre? Le mieux, si vous avez 200 ou 300 ignames, vers le haut. Dans un site, le casser comme ça. Il faut un petit... un V, de façon à ce qu'il est juste par là. De cette façon-là? Oui, voilà. Sur le fragment? Oui. Ok. Donc à l'époque, vous fragmentiez déjà? C'est ce qu'on dit d'habitude. Eux, ils nous apportent leur savoir et nous, on leur apporte notre savoir. Depuis, on a toujours fait comme ça. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. Hein. Alors automatiquement, aujourd'hui, la preuve c'est qu'aujourd'hui, quand je leur ai parlé de la coupe de l'igname, hein, faire le petit V, là, eux, ils ne connaissent pas. Alors c'est pour ça qu'eux aussi, ils ont appris. Là, les nématodes qui nous préoccupent là, ils sont déjà connus depuis, je pense, au moins une bonne vingtaine d'années. Et si ça se trouve, ils étaient là bien avant. On n'est pas devant un nouveau cas avec une nouvelle problématique qui est inconnue de personne. Simplement, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on cultive l'igname un petit peu différemment de ce qu'on faisait avant. C'est un constat qu'on a toujours vu, quoi. Et bon, on n'a pas su comment les soigner. Alors aujourd'hui, avec l'intervention des camarades, là, ça fait qu'on sait de quoi se tenir demain et après-demain. Alors Camille, est-ce que tu peux nous rappeler les différentes étapes pour lutter contre les nématodes? Alors oui, 3 différentes techniques. La première, la thermothérapie, ça consiste à tremper le tubercule dans un bain d'eau chaude à 50 degrés pendant 35 minutes. Voilà, ça va permettre donc d'apurer la semence. Attention, cette opération ne se fait que quand l'igname est entier. Après, la deuxième technique pour éviter les nématodes dans les champs, vous pouvez aussi planter autour du champ des plantes à fleurs qui repoussent. C'est verts comme le zinnia ou le cosmos. Et puis au moment de la fragmentation de l'igname pour la plantation, là il faut faire vraiment attention qu'il n'y ait pas de présence de verre à l'intérieur. Eh bien Camille, merci pour toutes ces infos. Et puis je tiens à rappeler que l'igname que l'on connaît en Nouvelle-Calédonie, la Dios corea alata, je vais y arriver, est arrivé sur le territoire il y a environ 3000 ans dans les pirogues transportant les premiers explorateurs du Pacifique. Alors un patrimoine pareil, voilà, il faut préserver, on va dire, faut la préserver, pardon. Voilà, merci Camille pour toutes ces informations et on te retrouve donc la semaine prochaine. Merci Elise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle quotidienne.